Bonjour tout le monde, bienvenue au Chaîneur. Nicolas Richard, journaliste au quotidien La Presse, en compagnie de Sacha Gavami. Yes. Agent de joueur, homme d'affaires. Agent de golfeur joueur. émérite, paraît-il. Non, golfeur correct. Mais oui, agent de joueur dans le foot. Puis merci Nick d'embarquer dans le projet. Ça va être le fun, je pense. Ouais, j'étais vraiment content de pouvoir faire ça. Puis, tu sais, quand j'en parlais à Louis cet été, il parlait de sa chaîne qu'elle a lancée avec Co-Sport. Puis, j'ai dit qu'un podcast de foot, ça serait le fun, j'aimerais ça. Puis, à la base, oui, je suis agent de joueur dans le foot. Je me prétends pas être expert de foot. T'es un passionné. Je suis un passionné, mais je me prétends pas connaître tout. Puis je pense que, tu sais, toi, tu couvres le foot depuis quelques années, tu connais ça, je lis tes articles dans la presse, c'est super bon. Fait que quand je t'ai approché de faire ça, puis t'as accepté, j'étais vraiment content. Puis, tu sais, l'idée, je pense, du podcast, tu vas être d'accord avec moi, que c'est de parler de foot, avoir du fun, Complètement. garder ça léger, on se prend pas trop au sérieux. Ouais. Vraiment, deux gars qui adorent le foot, qui allons parler de différents sujets entourant le foot. Beaucoup d'NFL, un peu de la canadienne, un peu d'NCA, mais quand même beaucoup d'NFL. Puis, puis, tu sais, je veux juste prendre une seconde pour... tu sais, on a notre beau logo, là. Beau logo, beau studio. Beau studio, vraiment magnifique. Puis, remercier l'Auto-Québec, qui sont présentateurs de la chaîne, de partenaires de la chaîne Co-Sport, et aussi Mise au jeu, qui est partenaire de notre balado, Les Chaîneurs, qui nous permet de vraiment avancer là-dedans. Donc, merci. Puis, tout à l'heure, il va y avoir un petit segment Mise au jeu qu'on va travailler. Donc, voilà. Donc, premier épisode à la mitaine un peu. On essaie. C'est un laboratoire, hein? Fait que vraiment. On a un nouveau segment. En fait, tout est nouveau parce que c'est un nouvel épisode, nouveau podcast. Le 2 minutes d'avertissement, qu'on pourrait traduire en anglais ou pas. Segment dans lequel je te lance des énoncés que tu ne connais pas d'avance, disons-le. Tu réponds instinctivement. On a 2 minutes. On entendra un indicatif sonore qui va être un sifflet, je pense. À la fin du 2 minutes, et on enchaîne les sujets les uns après les autres. Oui, exact. Puis avant de commencer ça, juste un petit point, on commence, tu sais. Tout à fait. Il y a des cas. Vous allez écouter le balado, peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça, on espère. Dites-nous-le. Il y en a qui n'aiment pas ça, dites-nous-le. Pourquoi? Les commentaires sont les bienvenus. Le but, c'est que le premier soit pas le meilleur, mais qu'il soit assez bon pour continuer. Fait que c'est ça qu'on va faire. Exactement. Sacha, je te lance dans l'avertissement des 2 minutes. Est-ce qu'on les prend en régie? Oui, puis en passant, tu ne m'en as pas parlé avant. Exact, c'est ça. Moi, j'ai aucune idée de ce que tu vas me lancer. C'est sur le vif. On part, là. Énoncé 1. Josh Allen est le meilleur corps arrière de la NFL. Oui. Clairement. Pour moi, en ce moment, puis tu sais, ça change, hein. Les opinions, ça varie selon les matchs à chaque semaine. Je pense que si le match avait fini avec une victoire des Ravens, il y en a beaucoup qui auraient parlé de Lamar Jackson comme MVP. Une défaite aurait été compliquée pour Allen, pour son statut du moins. Vraiment. Puis, mais Josh Allen, je trouve que dans le match de dimanche, il y a comme eu un changement de plan de match. Au début, la première demi, le coordinateur à l'attaque, Joe Brady, courait plus le ballon, ça marchait plus ou moins. On dirait que le play calling était un petit peu plus conservateur. Moins naturel aussi. Ouais. Puis en deuxième demi, ils ont comme ouvert la machine plus avec Josh Allen. Son jeu de course, il peut être très, très, très dommageable pour les autres équipes. Son jeu de passe est précis. Il distribue bien le ballon. Coleman est impliqué. Palmer est impliqué. Shakir, James Cook sur une longue sur une réception qui a mené presque un touché, 52 verges. Fait que pour moi, en ce moment, le meilleur carrière de la Ligue, c'est Josh Allen. Puis j'ai envie de te dire que ce match-là, pour moi, était le meilleur match de la carrière de Josh Allen. Quand même, un gros statement. Au-delà parce qu'il a gagné. Beaucoup de matchs marquants d'Allen contre les Chiefs, notamment en série, c'est la défaite. Mais là, dans la gestion de son plan de match, dans la gestion du cadran, dans le caractère, tu sais, Allen n'a pas le luxe d'avoir un très gros receveur numéro 1, comme c'est le cas de la majorité des équipes. Non. Il va par comité. Il a utilisé tout le monde. Il a couru au moment opportun. Tu l'as dit, plan de match de l'entraîneur qui a été modifié. Et l'ajustement, je pense, fait partie des grandes qualités de cette équipe-là. Mais oui, Josh Allen, du moins, a comme confirmé son statut aussi de joueur par excellence qu'il a gagné l'an passé sur Lamar aussi également. Là. Puis j'ai entendu une stat vraiment intéressante. Avec la victoire des Bills, il passe à comme 82% de chances de remporter, avoir un bye en première ronde. Ah oui, déjà. Hein? S'il avait perdu, je pense que c'était à 17%. L'écart est énorme. Fait que cette victoire-là, elle est très importante pour les Bills parce qu'ils ont quand même un bon calendrier cette année. Puis ils vont être capables d'aller chercher, je pense, beaucoup de victoires. Deuxième sujet. McLeod Bethel-Thompson peut maintenir les Alouettes en vie en l'absence de Davis Alexander. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Il n'y a pas vraiment eu des bonnes performances quand il jouait il y a quelques semaines. Une victoire en 5 départs. Une victoire en 5 départs. Saskatchewan en fin de semaine. Ça va être difficile. Saskatchewan est un bon club. Il joue bien. Mais il faut au moins en chercher une autre. Si Davis manque encore,
combien de matchs qu'ils pensent manquer? D'un autre 2 matchs, peut-être? Ben, Danny Maciocia nous a dit qu'au moment où il a le feu vert, lui-même va imposer 1 semaine ou 2 de plus de repos, et le feu vert ne l'a pas encore eu. Fait que, tu sais, si, admettons, il manque un autre 3 matchs, il faut qu'il y ait au moins en chercher un autre, parce que là, présentement, les Alouettes sont à 5-7. Exact. S'ils perdent 3 prochains matchs, ils sont à 5-10. Ça va être des matchs de division aussi qu'ils vont avoir. Je leur souhaite, évidemment, on vient de Montréal, ça serait le fun de voir les Alouettes connaître du succès, mais je pense que McLeod, il faut qu'il montre qu'il peut mieux protéger le ballon qu'il a montré. Mais pour toi, donc, il n'y a pas photo. Le problème des Alouettes présentement, c'est simplement à la position de quart arrière. Je pense qu'on met beaucoup de pression. Oui, parce que je pense qu'on met beaucoup trop de pression sur la défensive. Je pense que... Qui a été dominé au sol dans les 2 derniers matchs, notamment. Oui, puis je pense que l'équipe a besoin d'une étincelle. Ils ont besoin d'avoir... Tu sais, moi, j'étais au match samedi, puis je trouve que quand tu regardes à l'extérieur, les gars ont besoin de quelque chose pour redonner une petite vie. Puis la réalité, c'est que la Ligue canadienne, il faut que tu finisses fort. Ils sont capables de bien finir l'année, rentrer en série. Puis si Davis est en santé, je pense qu'il ne faut pas les écarter du tout. Parce que Jason Maas nous disait à l'entraînement cette semaine, ce qui a fait la différence dans le choix de Bethel Thompson et non de garder James Morgan, c'est parce que Bethel Thompson a l'expérience de la LCF. Il a gagné des matchs, il a gagné une Coupe Grey. Est-ce que c'est un argument valide de ton point de vue? Mais je pense que c'est bon de montrer cette loyauté-là envers des gains passés. Puis en même temps, je veux dire, en ce moment, c'est pas comme si Morgan avait eu des gros succès. Fait que ça facilite un peu la décision. S'il avait gagné Morgan... Là, tu le gardes. 3e énoncé. Ça nous arrête, oui. C'est bon? Les Broncos de Denver remporteront l'Ouest de l'Américaine. Bon, full disclaimer, là. Je voulais le mettre, je voulais comme qu'on en parle. Full disclaimer, parce que les gens vont voir que il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce. Je suis un grand fan depuis que j'ai 11 ans des Chargers de Los Angeles avant les Chargers de San Diego. Je suis un grand fan. J'essaie de garder ce côté fan-là, même quand je regarde les matchs. Fait que je vais te dire non. Okay. Je vais te dire non. Mais là, c'est le fan qui parle. C'est le fan, mais je vais te dire pourquoi. Okay. Les Broncos, en fin de semaine, m'ont un peu inquiété avec leur offensive. Leur défensive, on sait qu'elle est excellente, puis la défensive va amener loin. Mais il faut que l'offensive soit capable de mieux suivre. Et malgré que les Broncos sont rendus meilleurs, et je pense qu'ils vont rivaliser, pour moi, même si les Chiefs sont perdus, puis même si on peut dire que c'est peut-être terminé, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, puis ils savent gagner des matchs. Je les écarte pas. Je pense pas que les Chargers vont gagner le AFC West, même si j'aimerais ça, je pense pas. Mais je ne crois pas qu'en date d'aujourd'hui, les Broncos vont être l'équipe favorite pour remporter cette division. Parce que comme moi, tu écoutes beaucoup ce qui se fait dans le monde du football, puis les Broncos sont gros cette année. Il y a beaucoup de gens qui les voient devant les Chiefs, devant les Chargers, peut-être même gagner 1 ou 2 matchs éliminatoires. Es-tu dans cette école-là? Fais-tu partie de ce groupe-là? Je pense qu'on n'a pas encore assez vu de Bo Nix pour avoir cette confirmation-là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment eu un gros match en fin de semaine, tu sais. T'es correct. Je pense que la défensive peut les amener loin. Il y a quelqu'un qui parlait de ça, puis j'aimais beaucoup ce qu'ils ont dit, c'est Bo Nix doit juste pas entrer dans les pattes de la défensive. Contrôle ton match. Puis s'il est capable de faire ça, oui, je pense qu'ils ont des chances, mais après une semaine, moi, je vais dire, je ne crois pas que les Broncos vont gagner le AFC West, puis je pense encore que les Chiefs vont être dans la course pour ce championnat. Qu'est-ce qui manque aux Broncos pour aller chercher les Chiefs? Plus de constance à l'attaque. Je pense un carrière qui va montrer qu'il peut prendre une coche. Si Bo Nix arrive à prendre une coche comme d'autres jeunes l'ont fait, non discussion, parce que je pense pas que les Chargers seront rendus à ce niveau-là encore, parce qu'ils ont besoin encore de maturité défensive et tout, mais je pense pas. Les Lions de la Colombie-Britannique peuvent terminer au dernier rang de la division Ouest. Ils sont à égalité présentement avec les Elks à 4 victoires. Qu'est-ce qui se passe à BC? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Il n'y a que ça du talent. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Une des attaques les plus explosives, une défensive fiable. Il y a de quoi qui ne colle pas à BC. C'est comme tu dis, il manque de colle. Il manque de cohésion. C'est-tu les systèmes présentement qui sont défaillants? Défensivement, ils ont beaucoup de bons joueurs. Puis tu sais, je représente des joueurs dans cette équipe-là. Fait que c'est dont un très bon. Mathieu Betts, Christophe Beaulieu, qui sont des très bons joueurs. La division de l'Ouest, elle est forte. Puis les Elks, depuis que Fajardo a pris les rênes, ils jouent beaucoup mieux. Il y a comme on parlait d'étincelle tantôt avec des Alouettes, là. Ben, c'est là qu'on le voit avec les Elks qui sont allés la chercher. Je souhaite pas que BC finisse dernier, mais c'est tellement compétitif dans l'Ouest. J'ai encore confiance qu'ils peuvent trouver une solution pour bien finir l'année. Je pense qu'il y a une pression sur Mike Benevides, il y a une pression sur le coordinateur défensif de trouver des solutions pour essayer de régler ça. Oui, puis il y a la pression de participer
aux balles automnales. Parce que tu le sais, il y a un crossover qui existe dans la LCF. Donc, lorsqu'une équipe de l'Ouest est plus forte qu'une des équipes de l'Est en 4e position, peut venir jouer dans l'Est. Donc, c'est possible, dans un scénario, que 2 équipes de l'Ouest s'affrontent à la Coupe Grey. Et là, c'était possible avec BC, qui était 4e, parce que les Argonauts de Toronto, le Rouge et Noir d'Ottawa en arrachaient terriblement. Donc, on voyait déjà BC faire le fameux crossover, mais là, Ottawa se met à gagner, Toronto se met à gagner. Donc, eux, c'est pas juste de gagner dans leur section, mais c'est d'espérer presque que les 2 équipes de l'Ontario se mettent à perdre. C'était une grosse défaite pour BC contre Ottawa. En fait, oui, terriblement. Il n'aurait pas dû perdre ce match-là. Puis ça fait mal pour les raisons que tu viens d'expliquer. Puis là, il rejoue contre Ottawa en fin de semaine, un rematch. Fait que ça va être très important qu'il aille la chercher. J'ai encore confiance, mais il faut qu'il trouve une façon de faire jumeler tout ça, puis que ça fonctionne. T'expliques-tu pourquoi l'Ouest est si fort? C'est cyclique. Je pense que c'est juste une question de profondeur encore ailleurs. Tu as quand même Arbuckle, Chad Kelly qui est blessé, t'as Drew Brown qui est blessé, t'as Davis Alexander. Fait que je pense que les carrières sont à expliquer ça. On s'en va à LA. Puka Nacua et Devante Adams peuvent former le meilleur duo de receveurs cette saison. Nacua qui était blessé un petit peu contre les Rams, a quitté le match momentanément. Mais en tout cas, personnellement... Plus que Chase Higgins? Je te pose la question. C'est toi le maître, c'est toi l'as. Eh boy, si c'est moi le maître, non. On va faire notre possible. Écoute, je ne crois pas. Pas parce qu'il est à cause du talent. Je mets quand même... Parce qu'il y en a d'autres ailleurs. Il y en a d'autres ailleurs. Et Stafford, sa santé long terme m'inquiète un peu. Épidural cet été. Ça n'a pas l'air à tenir fort. Ouais. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Le gros point d'interrogation pour moi, cette équipe-là, surtout en défense, on se demandait, est-ce qu'Aaron Donald va créer un trou dans cette équipe-là? Verse est arrivé, domination totale, année recrue. Là, t'as Nacua, t'as Adams, t'as un bon jeu au sol aussi. Le seul point d'interrogation pour moi, c'est Stafford. On sait qu'il est très, très bon. Il l'a prouvé l'an passé. Il a les stats, année après année. Un QB qui a l'épidural pendant l'été, rarement bon signe. Exact. Puis c'est ça la question. Qui va lancer le ballon? Parce que je le disais, Chase Higgins avec les Cincinnati, c'est un méchant bon duo. Là, on ne réalise pas à quel point Higgins il est bon. Il est extraordinaire. Puis il est comme numéro 2 à Cincinnati, mais c'est pas un vrai numéro 2. Il serait numéro 1 dans la majorité des équipes. Exact. Fait que moi, je maintiens encore Chase Higgins sont le duo, selon moi, à battre. Il y en a peut-être d'autres que des gens vont commenter, dire « Hey, oubliez pas ce duo-là », mais rapidement, comme ça, là, j'irais plus avec Chase Higgins. Mais le Devante Adams qu'on voit présentement puis qu'on verra au cours de la saison, est-ce que c'est l'accident de parcours de New York ou tu penses qu'il est capable de rebondir? Je pense qu'il a de rebondir. Je pense qu'il a besoin d'un environnement gagnant. Il a besoin d'un environnement avec un coaching staff stable. Il va l'avoir avec Sean McVay. Je veux dire, s'il y a bien un coach qui a sorti le meilleur de Devante Adams, c'est Sean McVay. Puis en attendant, on va parler de notre coaching tantôt. Ben, pour moi, c'est ça qui va faire la grosse différence. Les Panthers de la Caroline reconstruisent de la bonne manière. Vrai ou faux? Ben, j'aime bien la direction qu'ils ont pris dans les derniers... Avec Dan Morgan, que je respecte beaucoup. Certains, ça rappelle de lui comme joueur. Comme personne, il est incroyable. Hein? Dan Morgan, je l'ai rencontré à quelques reprises. Sympathique, traite tout le monde avec grand respect. Je pense méthodique dans son approche. Il a appris à Seattle. À l'époque, Seattle avait des grosses équipes, à Buffalo, et là, se retrouve à Caroline. Fait que j'ai grande confiance en lui. Je pense que Canales est le bon coach. Je crois fondamentalement que cette année va être une année charnière pour Bryce Young. Parce que l'année passée, Bryce Young a été clouant. Et il n'aurait pas vu le terrain si Andy Dalton n'avait pas eu d'accident d'auto. On s'oublie, tu sais, peut-être, mais Andy Dalton avait les rênes de l'équipe. Il y a un accident d'auto. Bryce Young revient, joue bien. Là, on dit, OK, on va-tu avoir la même lancée de Bryce Young? Week 1, c'était pas concluant du tout. Est-ce qu'il est capable de rebondir? Ils ont été chercher McMillan dans le repêchage avec leur premier choix. Un peu plus tôt que ce qu'on aurait pensé de quelques rangs, tout le moins. Ouais, mais ça reste que c'est un bon receveur. Tout à fait. Qui aurait sorti top 15 selon moi, peu importe. On s'entend. Ils rebâtissent tranquillement avec d'autres effectifs. Ils essaient d'aller chercher via transaction, via repêchage, via agent libre. T'échanges Thielen. Ben, ça veut dire aussi que tu as d'autres joueurs qui progressent. Tu sais, Jalen Cocker, il a eu sur IR, mais un joueur qui a vraiment amélioré. Laisser la place aux jeunes. Je pense que cette année, Bryce Young, il faut qu'il montre qu'il est capable de prendre une coche. Parce qu'on voit certaines équipes rebâtir. Les Eagles, notamment, il y a quelques années, par la défense. Les Broncos, c'est un peu la même chose aussi. Ouais. Mais les Panthers, c'est le focus est en avant. C'est en attaque. Dans la NFL d'aujourd'hui, ça se peut encore? Construire par en avant? Je pense, ben,
C'est une bonne question, mais en même temps, tu as quand même plusieurs équipes qui ont construit par l'attaque. Prends les Chiefs, par exemple. Ils ont quand même construit une attaque et la défensive était bonne, mais elle s'est vraiment défense qui était déjà pas pire. Ouais, mais ils ont vraiment été chercher des bons éléments. Mais pour moi, c'est les lignes offensives, les lignes défensives qui doivent être la priorité quand tu reconstruis. Tu es capable de donner du temps à ton carrière. Tu es capable d'appeler un jeu de course. Ben Johnson est la bonne personne pour épauler Caleb Williams. Ah oui. Puis, je vais aller plus loin avec ça. On t'écoute. Pour moi, Ben Johnson est un des meilleurs coordinateurs à l'attaque de la NFL dans les années. Tu sais, j'ai un client qui joue au Bears, Théo Bennett. Chic type d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis, il me dit que du bien de Coach Johnson. Coach Johnson arrive dans une équipe qui n'a... C'est pas lui qui a choisi Caleb Williams. Il a choisi le poste, je pense, parce qu'il croit en Caleb Williams. Mais Caleb Williams, maintenant, est entouré. Il y a des excellents receveurs. Il y a une ligne à l'attaque grandement améliorée. Il y a un bon... sur papier, des bons porteurs de ballon. À un moment donné, il faut que tu performes. Je te pose la question autrement. Est-ce que Caleb Williams est le bon corps pour Ben Johnson? C'est ça qu'on va déterminer. Il faut qu'il complète ses pas. Il faut qu'il contrôle le match. Tu sais, il y avait beaucoup de passes incomplètes lundi contre Minnesota. Ça prend un QB. Prends Goff. Quand Détroit, ils ont échangé Stafford, Goff, tout le monde disait « Oh mon Dieu, Stafford part, Goff. » Mais il a fait la job, Goff, avec les Lions. Il respectait le système. Il faut que Caleb Williams garde cette discipline-là, soit capable de compléter ses passes, sort le ballon rapidement. Faut que, tu sais, il tient encore le ballon longtemps. On l'a vu dans le match lundi. À un moment donné, il sort de la pochette, puis il sort tellement qu'il est allé à l'extérieur du jeu sans lancer la passe dans les estrades. Comme s'il n'était pas conscient de l'espace-temps. C'est juste comme d'être plus sharp avec le ballon, protège mieux le ballon, prends des bonnes décisions, force pas les jeux, essaie pas d'aller chercher le jeu qui va finir à highlight de la semaine. Va vraiment focusser sur compléter tes passes puis aller chercher ce pourcentage de complétion. Fait que tu y crois à Chicago? Oui, j'y crois, puis je dirais que si... Dans cette section-là? Ben, je pense qu'ils ont définitivement l'équipe. La défensive s'est améliorée, mais les derniers matchs, ils ont perdu parce qu'il y a 3 and out, 3 and out, 3 and out. À chaque fois, à un moment donné, la défensive devient brûlée. Je veux dire, il faut compléter des passes, puis il faut être capable d'avancer. Mais c'est une drôle de situation parce que j'écoutais puis je lisais beaucoup ce qui se passait à Chicago parce que, comme toi, je suis intrigué par cette organisation-là. On y reviendra plus tard cette saison, mais il y a de quoi faire avec eux. Les Argos de Toronto vont finir par rattraper les Alouettes au classement. Non. Okay. Ça va rester statu quo. Tu penses que le classement qu'on voit là va être le classement final? Je pense que les Alouettes vont finir fort. Je pense que Davis va revenir à la fin de l'année. Je pense que ça va donner une étincelle. Je pense que les Argos, ils ont montré du mieux, mais il y a encore des questions encore hier. Ils reviennent recommencer tranquillement à s'entraîner aussi. C'est peut-être... Peut-être que je vais me tromper, évidemment, dans tout ce que j'ai dit depuis le début, peut-être. On est là pour ça. Mais je pense vraiment qu'ils vont finir sur une bonne note, les Alouettes, parce que Davis va revenir, puis je pense que l'équipe va se sentir revigorée. Puis je pense, écoute, les prochains matchs, ils peuvent aller en voler un match. Au moins avant que Davis revienne, ça peut donner aussi l'étincelle. Fait que c'est vraiment, tu crois, un push des Alouettes plus qu'un push des Argos à ce stade-ci de la saison. Oui. Parce que les Alouettes, présentement, bon, on va en reparler abondamment là, au cours de la saison à venir. Il y a quand même... C'est un cas, je trouve, qui est quand même particulier. Parce que, bon, Coupe Grey, il y a 2 ans. L'an dernier, on s'écroule en finale de l'Est contre les Argos. Et là, cette année, on se bat pour une place en éliminatoire. Puis on parle là même peut-être d'une éjection des éliminatoires. Comment t'expliques pas cette dégringolade? Parce que dans une ligue à 9 équipes, ça n'existe pas. Mais comment t'expliques cette non-constance? C'est que les blessures? Est-ce que c'est vraiment mais la position de carrière dans les Canadiens de football est tellement importante, puis il y a profondeur et difficile à avoir, que quand tu perds ton corps partant pour la majorité de l'année, aller gagner les matchs contre des équipes que leur corps partant sont là puis qui performent. Moi, je l'explique aussi simple que ça. Ça allait faire un effet boule de neige, ça met pression sur ta défensive, ça met pression sur le reste de tes joueurs. Puis, à un moment donné, c'est un peu, si tu vois, 2 and out à chaque fois, puis c'est un peu démoralisant. Mais Toronto a gagné la Coupe Grey avec son deuxième carrière l'an passé. Un match. Dans un match. Un match qui a été... Un match. Ouais. Mais, je te dis pas que c'est pas possible, mais sur une saison, quand la saison est longue, c'est physique, c'est forçant, il manque cette espèce d'adrénaline-là qu'un match à Coupe Grey donne. Ça peut donner ça. Les Chiefs ont absolument besoin de Xavier Worthy pour avoir du succès. Non. Clair, net et précis. Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est une équipe qui est montée de dépendre d'un seul joueur qui est peut-être pas Patrick Mahomes. Là. Je ne crois pas que cette équipe-là, la façon qu'elle est construite, dépend d'un joueur.
Andy Reid, c'est dans mon livre à moi, le meilleur coach de la NFL. Je pense qu'il va aller dans l'histoire comme un des meilleurs coachs. C'est pas le meilleur coach de la NFL, de l'histoire. Dans le cadre d'un match, OK? Ça, des fois, les gens, il faut qu'ils comprennent. Moi, j'avais appris ça dans le temps. Je me rappelle un match dans le temps que Laurent jouait pour les Chiefs. Un match de série contre les Titans. Les Chiefs avaient perdu. Travis Kelce était blessé à la fin de la première demi. Puis après ça a été vraiment mauvais. Puis Laurent m'avait expliqué, puis d'autres joueurs après ça m'ont expliqué que quand tu bâtis ton plan de match, tu le bâtis autour de certains aspects. Fait que quand tu perds un joueur clé de ton plan de match dans le match actuel, c'est difficile de t'ajuster. Mais maintenant que Worthy est blessé, ils vont monter un plan de match autour. Je te dis pas qu'ils seraient pas une meilleure équipe avec Worthy, évidemment. Mais ils sont trop bien coachés, ils sont trop bien construits pour dépendre d'un seul joueur. Puis les Chiefs, ce qui font leur succès, un peu à l'image, puis corrige-moi là, si je me trompe, là, à l'image des Pats dans leurs années de domination, ça marche par comité. Nomme-moi l'an passé qui était le meilleur receveur des Chiefs. Je peux pas te le dire. C'est impossible. Alors, de voir que Worthy va peut-être manquer quelques semaines, que Rashee Rice aussi est suspendu, là, t'as Brown, t'as Juju Smith-Schuster, t'as Kelce, mais les Chiefs, c'est ce qui explique leur succès. Les autres équipes, parce qu'on le voit à l'inverse, peuvent pas se bâtir sur, par exemple, bon, Ja'Marr Chase est là, on le couvre à 2, puis on prie un peu, tu sais. Là, c'est par comité. Tous les joueurs peuvent faire la différence. Le jeu au sol avec Hunt et Pacheco peut être une chose aussi. Mais Worthy, je suis quand même surpris que ça t'inquiète pas, parce que ça reste que c'est l'homme à tout faire des Chiefs. 100%, mais je pense par la course, par les courts gains, les jeux explosifs. Ils m'ont trop souvent montré qu'ils sont capables de s'ajuster comme équipe pour penser qu'ils sont à perdre Worthy, que tout d'un coup, c'est ça qui va faire débarquer. Je pense pas. Dernière, un peu d'NCA pour les fans de foot universitaire. Après Joe Burrow et Jaden Daniels, Garrett Nussmeier sera le prochain carrière gagnant du trophée Heisman pour les Tigers de LSU. Je pense que oui. Je pense que oui. Il est quand même dans les favoris. Il est deuxième présentement derrière le carrière d'Oklahoma. Puis Oklahoma, ils ont montré qu'ils sont pour vrai. Oui, tout à fait. 2-0. Mais Nussmeier, c'est un bon talent. Je pense que le Heisman, c'est fou parce que tu peux suivre ça dans une année, là, ça monte, ça descend. Regarde Arch Manning. Ouais, tu sais. Puis chaque match, on dirait que tu perds comme. Là, Arch Manning, il disait que ça marchait pas. Là, il bat San Jose State. Là, il est revenu. Mais attends, là, San Jose State, c'est pas. Ohio State. On n'est pas dans les playoffs de college football. Mais ça va être une belle cuvée pour le carrière, je pense. Cette année. Surtout que Nussmeier a hésité l'an passé. Là. Rappelle-toi ce gars-là, le talent pour jouer NFL. Et il est revenu avec Kelly pour gagner, parce que lui, c'est un gars de la Louisiane qui a toujours rêvé de jouer pour LSU. Là, la chance d'avoir une très bonne équipe. Perdu quelques gars, notamment Will Campbell, qui est un super bon joueur de ligne offensive, qui n'est plus là. Mais on l'a très bien remplacé. Il n'y a pas de faille dans cette équipe-là. Donc, donne un corps vétéran qui a le talent pour jouer NFL. Donne à ce corps-là une équipe comme celle-là, dans un environnement LSU, qui est possiblement l'une des 2-3 meilleures équipes de recrutement. Là, tu peux me corriger si je me trompe. C'est ça. Ultimement, je vois pas comment cette équipe-là peut s'écraser. Non, mais ça prend juste un match. C'est ça la beauté de la NCAA. C'est qu'un match peut changer toute la perception que tu as d'une équipe. Tu sais, vis-à-vis les classements, c'est encore les rankings qui sont montés par un petit comité. Un petit comité. Fait que ça reste très subjectif. Fait que je pense vraiment qu'ils sont... Je suis d'accord avec tous tes points, mais ça peut tellement changer vite dans le football universitaire américain. Tu sais, il reste que... Je comprends qu'il n'est pas encore, mais Jeremiah Smith à Ohio State, là, il est phénoménal. Puis est-ce que lui, si Ohio State passe une lancée, puis contre Penn State en novembre, ils sortent un gros match, puis ils sont capables de... Même Ryan Williams, Alabama. Tu sais, fait c'est encore tôt, mais je pense définitivement qu'il va dans la conversation. Puis je pense que carrière comme Heisman, ça reste un bon choix. Est-ce que ça t'a surpris qu'il revienne? Non, pas avec les règlements d'NIL puis tout, puis la chance de gagner. Il vient de la Louisiane. Je pense que ça va juste solidifier son draft stock. Je te laisse ton segment. Yes! C'était cool, ça. Vraiment. Merci d'avoir organisé ça. J'espère que... Tu sais, c'est un concept qu'on a monté en présentant... En très peu de temps. C'est ça, en développement de podcast. Puis on s'est dit, OK, 10 sujets, rafale, 2 minutes chacun, nous permet de couvrir différents points. Là, présenter mon petit segment mise au jeu. Pour, encore une fois, remercier notre partenaire Mise au jeu pour ça. On va parler, je vais suggérer 2 paris sportifs. Je suis pas un grand parieur. Je suis pas très bon non plus. Fait que les gens qui se fient sur moi pour parier, je sais que c'est un peu drôle de dire ça parce que je fais dire des paris, je te dis pas de me fier dessus, mais ça reste que c'est pour le plaisir. Tu sais, un petit 5$, 10$. Restez responsable, s'il vous plaît. Je pense que c'est très, très important pour nous que Mise au jeu est un partenaire, mais que ça reste du jeu responsable. Je regardais 2...
j'aime beaucoup regarder, moi, les écarts. Fait que le spread, comme on dit. Et je vais aller avec un choix qui me paraît plus évident. Puis encore là, je dis ça. Peut-être, on en reparlera la semaine prochaine. Bills-Jets, pour moi, les Bills sur la route contre les Jets, le spread est à moins 6,5 en faveur des Bills. Moi, je pense que les Bills vont en sortir une grosse. Puis oui, je comprends que les Jets ont marqué beaucoup de points contre les Steelers, puis ça a un peu surpris tout le monde. Mais il y avait un peu de match revanche dans tout ça. Tu avais Fields, t'avais Aaron Rodgers, t'avais comme l'émotion dans ce match-là, veux pas. Il y avait des enjeux qui étaient plus grands qu'une simple mais là, je pense que la balloune va dégonfler un peu. Puis je pense que les Bills vont sortir un gros match. Malgré que c'est pas toujours facile, les Bills, quand ils jouent à MetLife. Moi, j'ai confiance que les Bills, à moins 6,5, vont respecter ça. Ça reste que les Bills, dans le contexte actuel, surtout pour les matchs de division, je pense que la division, là, c'est acquis. Là. Ouais. Mais au bout de la saison, les matchs que tu peux gagner contre les équipes de ta division et de ton association sont ultra importants. C'est ça qui fait le bris d'égalité. C'est ce qui différencie peut-être de jouer à domicile ou à l'étranger. Donc, dans ce genre de match, j'ai comme l'impression qu'Allen va... Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Puis, tu sais, les écarts, on tourne ça le mercredi. Fait que ça peut changer avec les semaines, les blessures et tout. Mais moi, j'ai confiance là-dessus. Puis l'autre, qui est un peu plus... certains diraient underdog. C'est les Patriots contre les Dolphins. Et présentement, le spread est moyen en faveur des Dolphins. Donc, la réalité, c'est qu'est-ce que je pense que Nouvelle-Angleterre va gagner? Oui. Je ne crois pas aux Dolphins cette année. Il y a peu de gens qui y croient. Ben, il y a peu de gens qui y croient avant le début de l'année. Il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de cette équipe-là. Mais ils ont été vraiment mauvais contre les Colts. Ils ont été vraiment mauvais. Sans détour. Non, mais... Moi, en tout cas... Contre les Colts. Écoute, qui ne sont pas les Bills ni les Ravens. Non, mais les Colts, puis on va sûrement en parler tantôt, mais les Colts ont joué un bon match. Puis je pense que... Est-ce que Daniel Jones va laisser Sam Darnold de 2025? À voir. Mais ça reste que Miami aurait pu sortir une meilleure performance que ça. Puis je sais qu'ils vont jouer à la maison contre Nouvelle-Angleterre, notamment de division, mais Mike Vrabel, j'y crois à Nouvelle-Angleterre. Je pense qu'il va amener une intensité, une énergie. Une culture. Drake May, il est bon. Il faut y laisser le temps. Il faut y laisser le temps. Mais je pense que s'il y a un match où la Nouvelle-Angleterre peut sortir puis aller faire un petit top 7, ça serait celui-là. Donc, Nouvelle-Angleterre à +1 présentement, moi, je les aime bien. Merveilleux. Puis ça reste aussi que Tua Tagovailoa, puis ça a été son problème depuis qu'il jouait à l'Université d'Alabama, sa lecture du jeu est atroce. Et contre un front défensif aussi agressif que celui des Pats, avec Landry, avec Williams et cette défense hyper étanche. En tant que fan des Chargers, une chose qui m'a toujours gossé. Tu vas commencer bien des phrases, j'ai comme l'impression avec ce... Parce qu'il faut... Ça explique un peu les raisons pourquoi je vais dire n'importe quoi des fois. Quand les gens disent... là, je pense pas qu'ils disent, mais il fut longtemps que les gens comparaient Tua à Herbert. C'est pas comparable. C'est deux mondes. Là. C'est pas comparable. C'est deux mondes. Je sais qu'Herbert a été mauvais en série l'année passée contre Houston, mais ça reste que c'est même pas comparable. Fait que pour moi, en tout cas, juste le point par rapport à toi, je suis pas le plus grand fan. Puis j'aime juste pas la façon que l'équipe est construite. J'aime pas la cohésion. J'aime pas ce qui s'en va. Je sens que c'est une année qui ça va reculer. Il n'y a pas de vision. Non. Pas de vision à Miami. Fait que voilà, c'est le segment de mes prédictions mises au jeu de la semaine sur deux paris. Et en espérant que j'ai raison, mais fiez-vous pas trop sur moi parce que ça se peut fort bien que je me trompe. Sacha, je t'amène ailleurs. Chaque semaine, on aura donc, après ces 2 minutes d'avertissement et ton segment prédiction, le sujet de la semaine. Oui. Qui va varier. Ça peut être NFL, les Canadiennes, universitaires, peu importe ce que l'actualité nous offre. Et là, cette semaine, tu voulais qu'on parle absolument du coaching, des entraîneurs dans la NFL. 1, pourquoi? Puis 2, qu'est-ce qui t'allume dans ce sujet-là pour commencer le balado? J'aime vraiment... Quand je côtoie beaucoup de fans de sport, au Québec, on dira ce qu'on voudra, le hockey reste roi. Et on a souvent tendance à comparer les autres sports en fonction du hockey. Mais je pense qu'il y a comme un point important avec le foot qui est l'importance de l'entraîneur et pas juste l'entraîneur-chef, mais les coordonnateurs, puis comment un système de jeu peut impacter les succès d'une équipe. C'est viscéral, ouais. Et mon avis, plus que n'importe quel autre sport nord-américain, le foot, c'est où les entraîneurs ont le plus d'impact sur les succès d'une équipe directement. Je te dis pas que c'est pas important dans d'autres sports. On l'a vu, Martin Saint-Luc, le Canadien, il met une énergie, ça va bien. Mais au foot,
on regarde comment des joueurs qui peuvent être dans l'oubliette complètement arrivent dans une nouvelle équipe, nouvelle structure et cochent les critères que les entraîneurs recherchent. Et tout d'un coup, les joueurs performent mieux. Ou même, un entraîneur arrive dans un système avec les mêmes joueurs et les équipes au complet performent mieux. Puis je prends des exemples qu'on voit en fin de semaine. Daniel Jones à Indianapolis. C'est un match. Puis on va pas partir en fou avec ça. Et c'est Daniel Jones. Et c'est Daniel Jones. Mais Daniel Jones, là, il a été aux Giants. Est-ce qu'il a été optimisé? Est-ce qu'on a vu le meilleur de Daniel Jones? Est-ce qu'on le sait qu'on a vu le meilleur de Daniel Jones? L'année passée, on était sûr qu'on avait vu le meilleur de Sam Darnold. Tout le monde disait Minnesota en rentrant dans la saison. Mais là, Sam Darnold comme QB, qu'est-ce que ça va donner? Hey, Sam Darnold n'a pas été mauvais pantoute pour les Vikings. Là. Pantoute. Il est jusqu'au. Tu sais, ils ont été dans le coup pour gagner la division. Il aurait pu être candidat MVP, même. Ben ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Si tu le joueur, tout d'un coup, il devient. Il est bon? Non, il avait toujours le talent, mais le système, le coaching, la façon que l'offensive était montée. En fait, semaine, Détroit, encore une fois, je sais que c'est un match, mais ils ont perdu. Détroit demeure le meilleur exemple, je pense. Ben, ils ont perdu Ben Johnson et Aaron Glenn, leur compteur à l'attaque et défensive. Deux génies, respectivement, dans la même année. Ils ont le même talent, là. La ligne offensive un peu amochée, mais ils ont le même. Les mêmes. Même entraîneur-chef aussi. Ben oui. Moi, j'ai pris Gibbs dans mon fantasy. J'étais pas mal déçu en fin de semaine. Mais sais-tu, est-ce qu'on sous-estime à quel point le départ de ces coordinateurs-là va faire mal? Moi, je pense que, d'une certaine façon, oui, parce qu'on dit les joueurs sont encore loin, mais si le système il change un peu, si le play calling n'est pas la même, il y a clairement des éléments là-dessus qui sont à associer avec le coach. Jim Harbaugh avec les Chargers, mais Staley avant, c'était pas super. Harbaugh arrive, la défensive l'année passée c'était une des meilleures de la ligue. Avant, il était une épée. C'est le coaching dans le foot est tellement important et je pense qu'on sous-estime encore aujourd'hui, puis même les experts, là, moi, je ne me considère pas expert, mais les experts de foot, ils en parlent, mais c'est toujours, ça revient aux joueurs, puis avec raison, c'est les joueurs, mais ça prend cette colle-là, cette vision-là, cette structure-là, puis je trouve que d'en parler, de le souligner, des exemples concrets, de voir à quel point la position d'entraîneur est importante, puis coordinateur à l'attaque, les coachs de position dans le foot défensif, coordinateur défensif aussi, les coachs de position, c'est fondamental. Mais tu évoquais Détroit, exemple flagrant, là, on en parlait suite à la défaite contre les Packers. As-tu été surpris d'à quel point, justement, ça a fait mal aux deux unités? Parce que personnellement, je me disais, Dan Campbell a instauré une culture. Jared Goff est un corps arrière exceptionnel. Ils ont les munitions en avant, en arrière. Je me disais que oui, ça allait faire mal, mais pas à ce point-là. Puis là, on a vu une équipe désorganisée, presque mal préparée, ce qui n'est pas l'habitude des Lions. Là. Ah, moi, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais peut-être à ce que ça soit un peu moins fluide, mais c'était ultra surprenant pour moi à quel point ils ont été malmenés par les Packers. Puis les Packers, je pense qu'ils vont être très bons cette année, mais ça reste que les Lions aussi sont supposés être très bons. Sortir le premier match de l'année, d'être dominés aussi facilement. Tu sais, je pense qu'ils ont descendu le terrain, les Lions, ils ont fait un placement. Les Packers, après 2-3 jours après, marquent un touché. Casser le momentum. L'ajout de Micah Parsons, puis tantôt, je sais qu'on n'avait pas prévu, mais j'aimerais ça prendre 2 minutes pour parler de Micah Parsons, toute cette saga-là, parce que ça reste un peu d'actualité. L'arrivée de Micah Parsons va tellement ouvrir le jeu pour la ligne défensive des Packers. Tu as vu, ils ont eu comme 3-4 sacs du corps, des joueurs différents. Le fait que Micah Parsons soit là attire l'attention de la ligne à l'attaque, va ouvrir le jeu. Et je pense que les Lions étaient mal préparés. Je pense que les Lions, les coordinateurs à l'attaque et à la défensive, ils ont beaucoup de pression. Parce qu'il y a des attentes à Détroit. Là. Avec cette équipe-là, tu es supposé être contender pour gagner le Super Bowl. Après un match comme ça doit paniquer à Détroit à peu près là, en ce moment. Là. Ben, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la suite t'inquiète? Puis je fais le pont. On parlait tantôt de Ben Johnson avec Carl Williams. J'ai vraiment l'impression que dans la NFL d'aujourd'hui, ça te prend, excusez le terme anglais, un match entre ton corps et ton entraîneur. Puis j'aime diviser les entraîneurs en 2 sections. C'est-à-dire, il y a les entraîneurs qui imposent et qui installent des cultures. Dan Campbell, Mark Vrabel, Nick Sirianni, il y en est un autre. Puis t'as des coachs, qui sont plus des tacticiens. Sean McVay, Kyle Shanahan, Matt LaFleur. Est-ce que tu fais toi aussi cette espèce de distinction? Puis est-ce que tu penses que c'est aussi important qu'on le pense d'avoir un ou l'autre avec le corps que tu as dans ton organisation? Autrement dit, Ben Johnson, un tacticien, là, lui fait partie de la catégorie tacticien,
technicien. Est-ce que c'est le bon fit avec le genre de joueur qu'est Caleb Williams? Mais tu vois, je pensais comme toi. Puis là, je suis choyé parce que je peux avoir... Tu sais, je parle avec Théo. Ces accès-là. Puis on jase de tout et de rien. Mais c'est étonnant à quel point Ben Johnson a mis en place une culture. Et je pense que souvent, on associe des tacticiens quand ils arrivent de position de coordonnateur. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on dit... Comme Shanahan, comme McVay, comme Lafleur. Mais parce que comme coordonnateur, t'es tacticien. Ouais. C'est ta job. Pas le choix. Oui, c'est ça. T'es le cerveau, t'es le brain. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables de mettre une culture. Je comprends. Quand tu regardes Dan Campbell, comment il est arrivé, ancien coach des tight ends. Ouais. Ça, c'est une... Tu coaches les tight ends, c'est intense, c'est rough, tu passes à être coach. Oui, là, tu t'entoures de gens qui te complètent. Je pense que Dan Campbell va se compléter avec des tacticiens. Mais je regarde Ben Johnson à Chicago, moi, je peux dire qu'il y a une culture qui est mise en place, là. Il y a une culture, puis il est capable de montrer. Puis ça, je pense qu'il... Je ne veux pas spéculer, mais d'après moi, il a appris beaucoup de Dan Campbell. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que, bon, tu as les accès, puis c'est pour ça que je trouve ça chouette de faire le podcast avec toi. Mais ça reste qu'on ne perçoit pas ça de Ben Johnson. Peut-être que les gens là-bas qui couvrent l'équipe et qui sont là peuvent en témoigner davantage que nous qui sont ici, là, mais je suis quand même surpris de ce que tu avances. Puis, comme tu dis, il a appris pas mal du meilleur, parce que Dan Campbell, il n'a pas révolutionné la position d'entraîneur-chef, l'entends-moi bien. Mais, tu sais, les 4e et 1, 4e et 2, il a comme un peu changé la manière qui ont inspiré d'autres coachs, comme Dan Quinn à Washington, notamment, que j'ai l'impression que c'est beaucoup inspiré de Dan Campbell. Fait que je trouve ça intéressant que tu dises que Ben Johnson, qui vient de l'école Campbell, ben, à son tour à Chicago, instaure un peu ça aussi. Oui, je pense qu'il faut vraiment comprendre les rôles. Puis, Sean McVay, c'est un tacticien incroyable. Il est arrivé comme tacticien, c'est pour ça qu'il a été signé par les Rams pour être un prodige, là. Ouais. Mais y a-tu créé une culture là-bas? Ben oui. La culture qu'il a créée aux Rams est extraordinaire. Année après année, même si on manquait série, peu importe, c'est une équipe qui compétitionne. Mais oui, il y a ce côté-là, tacticien, il y a ce côté-là. Mais fait que je pense que c'est important, pour répondre à ta question initiale, de choisir ton entraîneur en fonction de ce que tu veux dégager de ton vestiaire. Mais bâtir la culture, pour moi, c'est extrêmement important. Parce que, regarde dans tous les sports, regarde au hockey canadien, Saint-Louis arrive, il a bâti une culture. Ben, la réalité, c'est que si tu bâtis une culture, ça va attirer du succès. Fait que juste un tacticien ne marche pas. Juste un gars de culture, ça ne marchera pas non plus parce que tu as besoin de la tactique autour. C'est pour ça qu'il faut que tu complètes ton équipe d'entraîneurs. Il est super important parce qu'il va venir compléter tout ce que tu fais. J'ai une liste des 7 entraîneurs qui ont décroché un emploi au cours de l'entre-saison. Les 7 nouveaux coachs. Je veux t'entendre rapidement sur chacun d'eux, ce que tu entrevois. Tu as espoir, tu n'as pas espoir. Brian Schottenheimer, Dallas. Je suis pas convaincu. Je pense que Dallas est tellement un marché difficile. Il y a tellement d'attention médiatique. Là, ça va bien. Ils ont joué un bon match contre les Eagles. Les gens sont pas, ils ont perdu, mais ils ont été très compétitifs. Est-ce qu'il va être capable de supporter cette pression-là puis de montrer cette prestance-là? J'ai jamais été le plus grand fan. Parce que j'ai comme l'impression qu'il est un prodige ni dans la tactique, ni dans la culture. Après, ça peut changer parce qu'on n'est pas là, mais il n'y a pas la... Tu sais, on le sent, Ben Johnson, c'est une exception. Il est fait pour être entraîneur-chef. Est-ce que Schottenheimer, c'est la roue de secours de Jerry Jones en attendant que... Moi, j'ai pas... Puis ça s'est fait bizarre. Mike McCarthy s'est fait congédier tard. Il restait plus grande option. Ça s'est fait drôle, t'as raison. Moi, j'ai pas grande confiance. Ben Johnson à Chicago, on l'a parlé. Je l'adore. Confiance absolue. Liam Cohen à Jacksonville. Ouais, je pense que... Regarde, la barre est pas très haute, là. Mais je pense que c'est un très bon esprit offensif. Et c'est pas un gros marché, Jacksonville. Il y a de la pression, mais c'est pas comme Chicago, c'est pas comme Dallas. Il y a place à erreur. Il y a place à erreur, il y a place à travailler ça. Je pense qu'il va apporter une structure offensive à l'équipe que l'équipe a besoin. Et à voir s'il y a ce côté culture, parce que non plus, Todd Bowles, c'est pas la personne que je trouve qui a le plus de charisme comme entraîneur. Mais je pense que Liam Cohen va être correct. Cohen, dans la liste, mais du charisme, mais pas nécessairement Non. Je pense qu'il va être correct. Au top de la liste. Aaron Glenn, Jets de New York. Écoute, j'ai trouvé cette embauche un peu particulière. Ah ouais? Ouais. Pourtant, on s'attendait à ce qu'il soit quand même embauché ailleurs que... Non, je trouve que c'est un excellent coach. Juste que les Jets venaient d'avoir un coach défensif avec Robert Saleh. Je comprends. Et là, tu reviens avec un coach défensif avec Aaron Glenn. Mais,
je dois dire qu'il apporte cette fougue à jouer au marché de New York, à jouer comme demi-défensif pour les Jets. Je pense vraiment qu'il comprend le marché, qu'il est capable de supporter, puis qu'il va s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'il va être capable de mettre en place une culture, parce qu'il vient de Détroit, il a vu c'était quoi. Moi, j'y crois dans la mesure où il s'entoure des bons outils pour compléter ses lacunes. Et tu sais, tantôt, je parlais que les Bills allaient gagner. Ça reste que les Bills, pour moi, c'est les favoris pour gagner le Super Bowl cette année. Pour moi, ça va être un bon choix pour les Jets. Parce que tu parles de culture, paraît-il, puis de ce que je lisais lors du camp d'entraînement, dès le jour 1, Glenn est arrivé avec une espèce de guide de l'équipe parfaite. Puis il a dit, pour gagner, ça prend ça. Il y avait un plan, il y a une vision. Culture, ça se développe. Je pense pas que tu peux avoir une culture après un été de temps. Mais j'aime quand même, contrairement à d'autres entraîneurs qui sont passés à New York, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont entre bonnes. Pete Carroll, Vegas. Ah ouais, hein, pas plus que... J'aimais ça, j'aime ça la vague de comme... des nouveaux. Des quarantenaires là, qui sont... comme... tu sais, des Ben Johnson, des Aaron Glenn, des Liam Cohen, des Dave Canales, Matt LaFleur, des Sean McVay, tu sais, Kevin O'Connell. Comme... C'est pas mauvais. Pete Carroll, très bon coach. Mais on dirait que j'aurais aimé ça, une étoile montante. J'ai l'impression que Carroll va être là pour assurer une genre de transition, pour essayer de trouver comme la personne qui va piloter ça. Mais je pense que les Raiders vont être une équipe meilleure cette année, juste par le biais que Geno Smith, Pete Carroll a beaucoup d'expérience. Je pense que c'est une bonne embauche, mais cette embauche-là m'a pas comme excité quand je l'ai vu. C'est le genre de coach qui, à 3-1, passe le ballon. On l'oubliera jamais, hein? Parlant des Pats, Mark Vrabel. J'adore. C'était pas mal le candidat de choix. Je suis pas sûr que la session... Tu sais, les entrevues, là, je pense pas que ça a duré bien longtemps avec d'autres candidats. Là. J'adore. Pats ont besoin de retrouver cette fougue, ils ont besoin de retrouver cette intensité, puis c'est un coach qui comprend, qui est très exigeant envers ses joueurs, montre l'exemple. Drake May, je pense, va être beaucoup profiter de ça. Josh McDaniels qui revient aussi. Ça, par exemple, on dirait... Moi, je la comprends pas. Ah ouais, au contraire, moi je trouve que, mon Dieu, t'as fait tellement de miracles avec Tom Brady, t'es capable d'aider un peu Drake May dans sa quête. T'as raison. Ce que je comprends pas, c'est à quel point il revient souvent. Ah oui, les 1000 vies. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors que Matt Patricia est de retour dans la NCAA. Fait que, moi, j'ai trouvé ça phénoménal comme embauche, puis je pense qu'il faut laisser le temps. Les Patriots, ça sera pas du jour au lendemain, mais je pense que ça va être bon. Dernière. Kellen Moore. Non. Nouvelle-Orléans. Non. Je sens que c'était... Kellen Moore, je veux dire... Il vient de gagner un Super Bowl. Ouais, je comprends, mais les Eagles, ils ont un gros club. Puis ils ont un coach qui prend large aussi. Là, ils ont un coach qui prend large, puis je te dis pas qu'il est mauvais. J'ai l'air de dire comme c'est des mauvais coachs. Pas des mauvais coachs, évidemment, les gars sont là, mais juste mon avis. Pour moi, c'est pas le coach qui va inspirer comme « je veux jouer pour cette équipe-là parce que ce coach-là est là. » Mais en même temps, ils n'ont pas de carrière. C'est une équipe vraiment en reconstruction. Est-ce qu'avec une bonne équipe autour, il est capable de bâtir une bonne offensive? Mais moi, j'ai toujours vu Kellen Moore plus comme un coordonnateur à l'attaque qu'un entraîneur-chef. Même s'il y avait beaucoup de gens qui le voyaient comme entraîneur-chef à une certaine époque. Mis à part le cachet, qu'est-ce qui convainc l'entraîneur d'aller coacher en Nouvelle-Orléans? Présentement, avec l'équipe qu'ils ont. Tu sais, je me dis, mettons, t'es Kellen Moore. Est-ce que tu aurais pas à attendre une année de plus? Voir, est-ce qu'un poste à Dallas se libère? Est-ce qu'un poste... Mais Kellen Moore, c'est pas depuis l'année passée qu'on parle d'entraîneur-chef. Depuis quand il y a un petit bout, puis il l'a pas eu, le poste encore. Là, il a l'opportunité de l'avoir. C'est quoi ton rythme? C'est comme... Personne ne s'attend à grand-chose des Saints. Je pense que la majorité des gens le donnent leur first overall pick cette année. C'est peut-être ça l'avantage. Lui, il se dit, garde, moi, j'ai rien à perdre. Cette année, si je performe... J'aurai Nussmeier, peut-être, LSU, Louisiane. Si je performe bien cette année, je vais avoir surpassé les attentes. Si je performe pas, là, ça prend des assurances. Est-ce que vous me voyez comme coach long terme, même si cette année... Est-ce que si l'équipe dit, nous, on s'attend à finir 7-10 au pire, peut-être que c'est break. Si l'équipe garde, nous, c'est une année de transition, puis... on va essayer de viser le first overall pick. Ben, on va pas dire peut-être pas tanker, mais on va être dans les top 5 choix. Ben, je pense que ça va être une opportunité pour lui d'essayer de montrer qu'il peut faire ses preuves. Je trouve que c'est low risk. Si le congédie après un an, je serais déçu pour lui parce qu'ils l'ont pas mis dans une belle position, mais je pense que oui. Ben oui. Super sujet en passant. Écoute. J'étais comme étonné qu'on en parle dès le premier épisode, mais je trouve que ça s'impose quand même, surtout quand tu vois ce que Zach Taylor a fait en fin de semaine
à Cincinnati ou ce que Sean Payton a fait à Denver, il y a quand même matière à réflexion, je trouve, autour de la position qui est peut-être un peu sous-estimée, comme tu l'as dit. Moi, je pense qu'elle est sous-estimée parce qu'on l'associe. On hockey au Québec, on voit beaucoup ça. On est habitué à ça. Puis, je sais qu'on n'a pas parlé, mais je vais prendre une minute. Micah Parsons. La saga à Dallas. Tu veux qu'on en parle? Ouais. Parce que l'agent en moi. Oui, l'agent en toi, c'est un festin. Là. Tout ce qui s'est passé avec Micah Parsons, de comme Jerry Jones qui négocie directement avec lui, qu'il y a comme des mésententes contractuelles, que Jerry Jones refuse de médical revenir. Aussi, refuse de faire opérer Parsons. Le médical. Je sais que beaucoup de gens sont comme, les gars sont payés beaucoup, beaucoup d'argent, puis comme, ils devraient jouer. Oui, mais c'est pas les joueurs qui choisissent la valeur. La Ligue fait énormément d'argent. Avec ça, il y a un partage de revenus, un masse salariale. C'est un pourcentage de la masse salariale. Il y a des comparables. Micah Parsons vaut ce qu'il a signé pour. C'est un excellent joueur. Faut qu'il paye son agent. Ça coûte cher, des agents, Puis, je trouve juste qu'à un moment donné, on oublie que des fois, les joueurs sont humains. Puis, juste le fait qu'il soit échangé, la façon qu'il a performé, on aurait dit un joueur libéré. Puis, c'est tellement important pour moi la façon que les équipes traitent les joueurs. Le mieux que tu traites les joueurs, le mieux que tu crées cette culture-là d'organisation, le plus que tu vas attirer des joueurs aussi. Puis, je voulais juste parler en 2 minutes parce que je sais qu'on a beaucoup parlé, mais je trouve ça dommage comment c'est terminé à Dallas parce que j'aurais vraiment pensé qu'il aurait gardé un joueur comme ça, long terme, qui aurait pris sa retraite comme un cowboy, mais à un moment donné, faut pas traiter juste les gars comme des numéros, puis c'est des êtres humains, même s'ils sont payés très cher, c'est pas eux qui décident que la NFL fait des milliards de dollars, c'est le produit qui fait ça, et ils ont le droit d'aller chercher ce qui est leur valeur. On dira ce qu'on veut de Jerry Jones. Ça prend quand même du guts pour échanger le visage de ton organisation. Des fois, à PlayStation, j'ai la chienne, des fois, d'échanger des joueurs auxquels je tiens. Là, lui, c'est un gros... Il a pas froid aux yeux. Gros mot. Il s'en fout, lui. C'est incroyable. Je regarde ça, là, il a pas peur. Sa réponse au commentaire de presse était quand même bonne. Quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que ça prend pour signer un joueur long terme. Puis il a dit, il va demander à Dak. Pour montrer, regarde, on le fait. Bon, il a voulu faire Parsons pour XY raison, mais je suis content pour Parsons. Je pense que c'est un bon fit à Green Bay, puis je pense qu'il va vraiment aider cette équipe. Puis il veut jouer là aussi, je pense que ça va aider. Ouais. Il reste 15 minutes, on est dans les temps, on dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Écoute. Segment prédiction, on y va match par match. Ouais. On y va avec nos prédictions. On peut s'étaler ou pas, dépendamment des matchs. Donc, j'ai mes feuilles. Puis, je pense que le but, ça va être de garder notre score. Notre rendement. Notre rendement. Je m'entends pas à grand-chose. On dirait, je sais pas pourquoi, quand moi, j'ai des prédictions, là. Même la logique. Je me dis en haut de 50%. Là. T'as une chance sur 2 de l'avoir. Je serais content, là, haut de 50%. Il gagne ou il perd. Ouais, mais en tout cas, on en parle dans une semaine. Jeudi, Commanders à Packers. Ouais, moi je pense que Green Bay va aller chercher ce match-là. À la maison, Washington sont forts, mais Green Bay aussi. Je sens qu'il y a quelque chose avec cette équipe-là. Ils sont en mission. Ils ont dominé les Lions. Je sais que les Lions n'ont pas bien joué, mais ça reste que les Packers ont bien joué aussi. Moi, j'irai avec Green Bay à la maison. Juste pour être dans la confrontation, je vais avec Washington. Bon, parfait. Ils n'ont pas joué à la hauteur de leurs attentes lors du dernier match contre les Giants. Ça a été extrêmement décevant. Les Packers, peut-être sur un nuage duquel ils vont redescendre. Oui, je comprends, c'est à Green Bay, mais paraît-il que la préparation cette semaine des joueurs des Commanders était absolument impeccable. Tu savais que pendant les entraînements, il y avait des haut-parleurs aux 4 coins du terrain avec des Go Packers pour se mettre dans l'ambiance. Jayden Daniels devra rebondir, puis je pense que ça va arriver à Green Bay. Cleveland contre Baltimore, à Baltimore. Est-ce qu'on passe ou... Bon, regarde. Mais Cleveland sont capables de sortir des fois des matchs surprenants contre Baltimore, pour vrai, là. Ouais. Tu sais, je me suis tenu un peu plus loin de ce pari-là parce que j'étais comme... Puis Joe Flacco sait comment ça marche à Baltimore aussi. Ouais, vrai. On l'oublie, ça fait longtemps. Hein? ça fait, on réalise pas. Baltimore. Mais on s'entend sur Baltimore. Ils perdront pas de match de suite. Les Jags à Cincinnati contre les Bengals. Cincinnati. Ils vont rebondir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je sais qu'ils ont gagné, mais c'est pas une victoire convaincante. Ça, là. L'offensive a fait quoi? 160 verges d'offensive? C'était vraiment médiocre. Là. Je peux pas croire que ça va être comme ça encore. Puis, je dis, je pense qu'on regarde pas les Jaguars. Ouais, je vais pour les Jags, moi. Ah ouais? Compliqué pour les Bengals contre les Browns. Beaucoup trop compliqué, plus que ça aurait dû. Les Jags, je pense que la section appartient aux Texans, mais j'ai comme l'impression que ce sera beaucoup plus serré qu'on pense à la fin de la saison. Brian Thomas, là, on en parle très, très peu. Là. Il est bon en... Contre Ja'Marr Chase, 2 anciens d'LSU. La pression va être là pour lui. Je pense qu'il va vouloir montrer qu'il est capable, lui aussi, de se faire un nom. Hunter, j'ai pas encore d'opinion arrêtée sur ce qu'il est capable de faire ou non.
Mais j'ai été un peu déçu des Bengals, puis j'ai comme l'impression... Ouais, j'ai comme l'impression que les Jaguars veulent prouver eux autres. Même Trevor Lawrence, là. Moi non plus, mais j'ai comme l'impression qu'il va vouloir rebondir aussi à Cincinnati contre Burrow. Je vais pour les Jacks. Ça va être serré, je vais pour les Jacks. Ouais. Les Giants à Dallas contre les Cowboys. Dallas. Ah ouais, hein? Dallas. Je pense que ça va être Jackson Dart dans pas long à New York. Je pense que ça s'en vient aussi. Mais tu vois, c'est soit toi tu te plantes ou je me plante parce que j'y vais avec les Giants. Le front défensif. Tu crois à la O-line des Giants? Non, attends. Je crois pas à la O-line des Giants, mais je crois énormément à la défense. Tu vois, je fais partie de l'école de ceux qui pensent que la défense gagne des championnats. Puis quand tu regardes Carter, Burns, quel match de Burns. Ce front défensif-là est trop bon. Neighbors, évidemment, personne lui lance le ballon. Est-ce que c'est dans ce match-là qu'on voit Jackson Dart? La journée que quelqu'un va y lancer le ballon de façon régulière. Ça va être phénoménal. Ça va être le fun. C'est ça. Mais tu vois, Dak contre cette unité défensive-là, ben, écoute, je sais pas. Puis, pas juste le point pour enchérir sur ta prédiction. Moi, je parlais à un de mes chums qui est fan des qui est Cowboys, puis je disais, où le pass rush? Où le pass rush? Puis comme, s'il n'y a pas de pass rush sur cette line-là, peut-être qu'ils ont une chance, certainement, je crois, mais je pense quand même que les Dallas vont gagner à la maison. Les Bears de Chicago à Détroit contre les Lions. Chicago rebondit. Ah ouais? Chicago rebondit. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je le vois à l'inverse. Les Lions doivent rebondir. Ils n'ont pas le choix. Ouais, mais à domicile, tu peux pas échapper ce match-là. J'ai vraiment confiance que Ben Johnson va corriger les erreurs avec l'équipe cette semaine. Je pense qu'ils vont, ils vont arriver avec un plan de match. Ça va ressembler plus aux Bears de la première demi, la première série à l'offensive. Okay. Je pense que ça va être serré, mais je pense que Chicago va le... T'imagines les Lions 0-2? Ouais, mais ils vont rebondir après. Ouais, mais je pense que ils vont rebondir en fait. Okay. T'en as parlé brièvement tantôt, Pats contre Miami à Miami. Ben, je vais respecter mon choix, Pats. J'y vais aussi pour les Pats. Niners de San Francisco contre les Saints à la Nouvelle-Orléans. Niners. Ouais, bon, moi, je pense que contre les Saints cette année, ça va être beaucoup de plus difficile. Ouais. Je pense les Saints vont nous en sortir une coupe. Ils ont quand même resté compétitifs contre les Cards en fait semaine. Ouais. Oui. Puis, mais je pense que les Niners vont aller chercher ce match. Avec 100 George Kittle, probablement. Oui. Les Bills à New York contre les Jets. Bills également, je pense que c'est assez simple. Les Seahawks en visite à Pittsburgh contre les Steelers. Il y a les Pittsburgh. Moi aussi. Pittsburgh à la maison. J'y crois aux Steelers. J'ai bu le Kool-Aid de Rodgers à New York. Là. Mais tu sais, ça reste que l'an passé, là, on regarde ça froidement. Là. Si Aaron Rodgers, puis c'est ce que j'écrivais dans les pages de la presse, là, si Rodgers connaît la même saison que l'an passé, c'est-à-dire 28 passes de toucher, 11 interceptions, 3600 quelques verges de passes en attaque, cette équipe-là se bat pour les éliminatoires. Là. Avec cette défense-là, avec Rodgers qui est capable de jouer, on l'a vu encore en 20 semaines, je te dis pas que c'est le Super Bowl, là, loin de là. Mais ils seront beaucoup plus compétitifs que ce à quoi on s'attend. Moi, je pense qu'on va revoir un peu le old school Steelers football. Ouais. Oui. Où est-ce qu'ils vont fermer la porte en défense. Avec Ramsey qui est là aussi dans le tertiaire. Hey, quel jeu de Ramsey, hein? Ouais, fait que sur Gary Wilson, sur 4e essai. C'est pour ça que je te dis que les Steelers, on en parle très peu parce qu'il y a comme un standard de milieu de peloton depuis quelques années. Là. Ça fait combien d'années qu'ils finissent au-dessus de 500? Mike Tomlin n'a jamais... Il est incroyable. Bon, les Rams à Tennessee contre les Titans. Pas choix de donner ça aux Rams, Sacha. Rams, mais Tennessee m'ont impressionné la semaine passée. Oui. Puis, je veux dire, à un moment donné, ils vont en sortir une surprise. C'est lui, là. Ils vont en sortir une surprise, mais McVay, les Rams, moi, je pense que ça va être les Rams. On s'entend. Les Panthers en Arizona contre les Cards. Moi, je pense Panthers rebondissent. Ah ouais? Ouais. Je pense Panthers rebondissent. J'ai été surpris d'à quel point ils ont été un peu malmenés. OK. À un moment donné, je veux dire, faut que, tu sais, Young, s'il est capable de jouer mieux que jouer. Je pense que les Panthers sont capables de rebondir contre les Cards. Moi, j'aime beaucoup les Cards. Okay. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas t'expliquer en fond en compte, mais il y a quelque chose dans cette équipe-là. Tu sais, en attaque, t'as Kyler Murray, t'as Harrison, t'as McBride, t'as Connor. On parle très peu de cette attaque-là, mais c'est explosif au possible. Harrison, énorme match la semaine dernière. Est-ce que c'est enfin l'année pour Harrison, lui qui a été repêché 4e au total? 4e, oui. Décevant à sa saison recrue. Là, il a pris du coffre. Il a pris 25 livres de muscles, je pense. Ou à peu près, là. Non, les Cards contre les Panthers. Il n'y a pas de doute à domicile. J'aimerais juste ça que Bryce Young réussisse.
sais, il y a une partie de moi là-dedans là, qui est comme, let's go. Là. Comme tes premiers choix overall, c'est toujours plate de voir des premiers choix pas performer. Ouais. Comme... À refaire les Panthers, est-ce qu'ils prennent CJ Stroud? Ben, ça va pas tant mieux pour lui, là. Non, t'as raison. Je veux dire... T'as raison. C'est pas facile. Ouais, c'est pas fameux. Les Broncos à Indianapolis contre les Colts. Broncos, on s'entend là-dessus. Broncos, je pense qu'ils vont fermer la porte. Mais je veux dire quelque chose, par exemple. Si Indy trouve une façon de gagner ce match-là, que là, ça va changer le discours sur Indy. Là. Ouais. Ça va changer. J'ai hâte de voir le match-up de coaching là-dedans. Parce que le head coach des Colts, je l'aime bien. Puis je pense qu'il est capable de monter un game plan qui va faire du sens contre Denver. C'est à la maison. Je suis quand avec les Broncos, mais... Le match popcorn de la semaine, l'immanquable. Les Eagles à KC pour affronter les Chiefs. Chiefs tombent au 0-2. Ah ouais? Ouais. Chiefs tombent 0-2. Puis ça va être... Tu sais, moi, je m'avais pas prédit que les Chargers allaient battre les Chiefs l'année passée. Fait que dans ma tête, ils allaient faire 1-1 après cette semaine. Mais moi, je pense qu'ils tombent 0-2. Les Eagles sont forts. Très fort. C'est pas tant que les Chiefs sont champions du Super Bowl. Moi, c'est pas parce que les Chiefs sont pas bons. Faut faire attention. C'est juste que là, ils affrontent une équipe extraordinaire. Jalen Carter n'a pas été suspendu. Non, il va jouer. Il va jouer. Parce qu'ils ont considéré son match. Ouais. Bon. Il n'y aura pas sa paye de 57 000 ouais. Mais... Non, il va être correct. Je pense que oui. Fait que moi, je pense que les Eagles vont chercher ce match-là. On est en désaccord. OK. À KC, Pat Mahomes, Andy Reid, je suis convaincu qu'il n'y a aucun de ces deux-là qui a dormi comme du monde depuis la défaite contre les Chargers. Un coup de poing au visage, au Brésil, prime time, un vendredi, reviennent à domicile contre les Eagles qui les ont humiliés au Super Bowl. C'est impossible. Ça va être un match ultra serré. Là. Les Chiefs ne sortiront pas flat. Et parce que c'est à domicile, je donne un petit... Tu sais, les Eagles sont très, très bons. Ouais. La première demi contre les Cowboys, pas été convaincant. Là. Fait que s'ils ont le même départ contre Pat Mahomes et les Chiefs, oui. Mais ça va être on s'entend que c'est le match de la semaine. Là. Ah oui. On s'entend là-dessus. Oui. Dimanche soir, les Falcons à Minnesota contre les Vikings. Falcons vont le remporter. OK. J.J. McCarthy, là, je comprends qu'il y a eu un bon quatrième quart, mais les 3 premiers, c'était pas facile. Ouais. Je pense que Atlanta, il aurait dû gagner le match. Ouais. Ils ont manqué un petit placement quand même contre Tampa. Je pense qu'ils rebondissent. Penix a bien joué. Je pense que ça va être une belle opportunité pour eux. Moi, je pense que Falcons vont chercher ça. On s'entend là-dessus. Puis, parenthèse, là. Bijan Robinson. Ouais. Texas University. Oh, ouais. Quel joueur formidable. Par la passe, par la course, peut faire des blocs. Mais est-ce que c'est le porteur de ballon parfait? Pourquoi il donne pas plus le ballon? Sur la course? Tu sais, Algier, puis lui, ils ont quand même splitté. Ça me surprend. Comme, je comprends. Mais il peut pas non plus toujours être... Parce qu'il capte des ballons, comme je te dis, il fait des blocs. Je sais, mais on dirait que tu un joueur comme ça, comme dominant, donne un peu plus de ballon. Drake London, Kyle Pitts, c'est son année. Tu joué London ou il est blessé? Ben, aux dernières nouvelles, il n'a pas été retiré de la formation. OK. Penix, à voir. Je demeure à être convaincu encore. Là, je demande à être convaincu, en fait. Mais dans ce match-là, je pense aussi que les Falcons. Lundi soir, 2 duels. Yes. Les Bucks à Houston contre les Texans. Moi, j'ai de la misère. La O-line des Texans est maganée. Stroud, il en arrache depuis l'année passée. J'aime les Bucks. J'aime beaucoup les Bucks aussi. Je suis repêché avec Buka. Tout le monde dit un autre receveur, mais regarde comment il remplit bien son rôle. Moi, je pense que Tampa va remporter. Je vais donner ce match-là aux Texans pour la simple et unique raison que Nico Collins doit prouver à tout le monde que c'est lui, le gars, à Houston. Tu l'as dit, le Stroud, l'an passé, ça a été très moyen. Pas un match non plus ultra convaincant en fin de semaine. Mais là, c'est à domicile. J'ai comme l'impression aussi que les Buccaneers contre les Falcons, qui sont très robustes, en ont laissé beaucoup sur le terrain. Une semaine, puis là, ils jouent lundi en plus. Ça fait qu'ils ont beaucoup de repos. À domicile, j'aime les Texans. J'aime les Texans pour ce match-là. Mais, parenthèse, les Bucks, c'est une équipe dont on parle pas assez. Dernier match-up, les Chargers de Los Angeles à Las Vegas pour affronter les Raiders. On y va pour les Chargers? Ben oui. Pas le choix. Ben oui. Tellement bien sorti. C'est pas... Il n'y a pas de racisme. C'est toute l'émotion là-dedans. Mais les Raiders sont quand même bien sortis. Mais les Chargers, en tout cas, je sais pas. Ils sont bien coachés. Puis Herbert, on dirait qu'il y a... en tout cas, vendredi passé, je trouvais qu'il était en mission. Il court. Oui, ben le jeu au sol, de manière générale, même les porteurs des Chargers,
Ça a été du super bon rendement, surprenant. Là, en tout cas, mais si Herbert peut courir comme il court, là, il devient dangereux. Parce que là, c'est pas juste un pocket passer. C'est sûr que vous allez voir, cette année, ça va être difficile pour moi d'aller contre mes Chargers. Mais ça a été un match intelligemment disputé pour les Chargers à tout point. Très, très, très bien réfléchi. Je pense que c'est ce qui fait le tour, Sacha, pour ce premier épisode. Nick, merci. Déchaîneur, ça a été bien le fun. Ouais. On se reparlera la semaine prochaine. Et là, comme je te dis, il y en a un de nous deux qui va pleurer tout le week-end. Ah oui. Puis il y en a un autre qui va célébrer parce qu'on est quand même aux antipodes. Là, je pense que je vais essayer de pas trop suivre ça parce que je vais être découragé. Je vais suivre ça pour les mauvaises raisons. J'ai hâte de voir ma fiche. Pour vrai, je m'entends vraiment pas grand-chose. Mais j'aime ça faire ça parce que c'est le fun. Puis c'est ludique, ça va on the fly. Comme je dis, fiez-vous pas sur nous pour vos prédictions nécessairement. Mais, mais par contre, ce qu'on invite les gens à faire. On peut interagir. Ce qu'on invite les gens à faire, c'est commenter sur la balado pour donner vos prédictions. Puis on va voir qui est capable de se rapprocher le plus sur Facebook, sur Instagram. Ou sur YouTube, d'aller chercher vraiment là, les prédictions qui se rapprochent le plus à la réalité. Puis merci Nick, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est le fun, ça passe vite. Je pense que ça va être le fun. Moi, merci de m'endurer ma voix nasale. La garderie a le dessus sur moi. Mais comme je te disais, ça te donne un coffre, ça donne une petite voix à la Guinadon. Écoute, je vais le prendre, mais moi, j'ai de la misère à respirer ces derniers jours. Mais merci à tout le monde d'être à l'écoute. Et commentaires, des améliorations, des bons points, des mauvais points. On est ouvert à tout. Je dis ça, puis quand je lis les critiques, ça va me faire de la peine. Mais non, mais on va voir. Puis on va faire ça une fois par semaine. Pour suivre la saison, la NFL jusqu'au Super Bowl, là, je pense bien. Puis tout ça. Puis merci encore à l'Auto-Québec, un partenaire de la chaîne callsport.tv. Puis merci à Mise au jeu de nous supporter avec les chaîneurs. Merci à toi, Sacha. Yes. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bon football.